sport automobile a connu une montée en popularité ces dernières années et la Formule 1 en particulier a captivé l'attention du grand public. Cette vague d'intérêt est en grande partie due à la série Netflix Drive to Survive qui a énormément popularisé le sport pendant le confinement par exemple, qui a fait découvrir ce sport à un public international, mais aussi à des événements locaux comme les 2 éditions d'IGP Explorer en France pour ne citer que quelques exemples. Cependant, je remarque souvent que les nouveaux fans de F1 peuvent rapidement se sentir perdus en essayant de suivre ce sport complexe. La F1 n'est pas seulement un spectacle de vitesse, c'est aussi un sommet du sport mécanique, un univers où la technologie de pointe se mêle à des stratégies sophistiquées. C'est un laboratoire roulant où les innovations testées sur les monoplaces finissent par influencer nos voitures de tous les jours. Au-delà du sport, la F1 joue un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité automobile future. C'est donc un domaine prestigieux mais qui peut sembler difficile à appréhender pour les novices. Cette vidéo a pour but de vous aider à mieux comprendre cet univers fascinant en vous expliquant comment il est structuré, comment il fonctionne, ses règles, ainsi que certains des événements marquants de son histoire. Il est vrai que la série Drive to Survive est un excellent point de départ pour s'initier à la Formule 1, mais il ne faut pas oublier que cette série reste avant tout un produit de divertissement. Elle privilégie souvent les intrigues dramatiques entre les pilotes au détriment d'une vision d'ensemble de la saison. Quand on pense à tous les moyens déployés pour produire cette série, il est regrettable qu'elle ressemble parfois plus à de la télé-réalité qu'à un documentaire sportif. Have you watched Drive to Survive yet? I watched 2 episodes, but I'm not very impressed. Why? It's just not my thing, faking rivalries. Lando and Daniel are 2 great people, I know, and they have a really great character. And Emilie in the, second episode, it looks like they are not really friendly to each other, right? And for me, that's not correct, and that's why I'm also not a part of it. Bien entendu, cette vidéo s'adresse avant tout à ceux qui découvrent la Formule 1 et non aux puristes, déjà bien familiers avec ce milieu extraordinaire. Contrairement au football où un club peut jouer plusieurs fois dans la même semaine, la Formule 1 suit un planning très précis et surtout extrêmement chargé. La saison de Formule 1 s'étend sur toute une année, avec des rendez-vous dans de nombreux pays à travers le monde. Prenons l'exemple de la saison actuelle de 2024. Le nombre de grands prix dans une saison est déterminé par les dirigeants de la F1. Par exemple, cette année, nous avons un total de 24 courses, tandis qu'en 2023, il y en avait 23, et les années précédentes, un petit peu moins. Alors comment se déroule un week-end de Formule 1, me demanderez-vous ? Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous expliquer le format d'un week-end de course classique, puis je vous parlerai du format sprint qui est un peu différent. La plupart du temps, environ 90% des week-ends de F1 suivent le format classique. Le vendredi, vous avez 2 séances d'essais libres, permettant aux équipes de peaufiner leur réglage. Le samedi, une autre séance d'essais libres, et suivi des qualifications qui déterminent la grille de départ. Et enfin, le dimanche, le point culminant du week-end, la course, le Grand Prix. Passons maintenant au format sprint, qui a pour objectif d'ajouter une seconde course, en plus du Grand Prix classique du dimanche. Le vendredi, au lieu des 2 séances d'essais libres, il n'y en a qu'une seule, suivie directement des qualifications pour la course sprint, et le samedi commence avec alors la course sprint, puis se termine par les qualifications pour le Grand Prix du dimanche. Quant au dimanche, rien ne change, le Grand Prix reste l'événement principal. Maintenant que vous avez une idée des 2 formats, entrons un peu plus dans les détails. D'abord, parlons de ces fameuses séances d'essais libres. Ce sont des sessions de roulage où les résultats n'ont aucune incidence sur les championnats. Je reviendrai d'ailleurs sur ces derniers un peu plus tard. Ces essais libres permettent aux équipes et aux pilotes de se familiariser avec le circuit, de tester les différents types de pneus, d'affiner les stratégies de course et de travailler sur le rythme de course ainsi que sur les tours rapides. En bref, c'est une sorte d'échauffement. La séance de qualification classique, en revanche, marque le premier moment du week-end où les monoplaces montrent tout leur potentiel. C'est durant cette phase que les voitures roulent à leur pleine vitesse maximale. Pourquoi ? Parce que les qualifications déterminent l'ordre de départ pour le Grand Prix du dimanche. Cette séance est alors divisée en 3 segments, la Q1, la Q2 et la Q3. En Q1, les 20 pilotes ont 18 minutes pour réaliser leur meilleur temps. Les 15 plus rapides passent en Q2, tandis que les 5 plus lents sont éliminés. Ensuite, en Q2, les 15 pilotes restants disposent de 15 minutes pour améliorer leur chrono, les 10 premiers passent en Q3, et enfin, en Q3, les 10 pilotes restants ont 12 minutes pour décrocher le meilleur temps possible. Le pilote qui réalise le meilleur chrono obtient la pole position, ce qui signifie qu'il commencera la course en tête lors du Grand Prix du lendemain. Mais qu'en est-il des qualifications pour la course au sprint ? Elles sont légèrement différentes, avec un temps légèrement réduit pour réaliser les tours chronométrés. Ce n'est pas un grand changement, mais cela ajoute une certaine pression quand même. Pour ce qui est du Grand Prix en lui-même, chaque course, à l'exception de quelques circuits, doit couvrir une distance d'au moins 305 km. Une exception notable pour Monaco, un petit circuit urbain où la distance minimale est de 260 km. Quant à la course sprint, elle se déroule sur une distance de 100 km, sans arrêt au stand, offrant ainsi une course plus courte, mais souvent plus intense, avec davantage d'action et de dépassement. Cependant, les récompenses en points sont moins importantes que pour un Grand Prix, puisque seuls les 8 premiers pilotes marquent des points, et vous inquiétez pas, on reviendra sur le système de points un peu plus tard.
Lors d'un Grand Prix, vous verrez les 20 pilotes s'élancer dès que les 5 feux rouges s'éteignent. Mais une fois que le départ est donné, que se passe-t-il ensuite ? La règle de base d'un Grand Prix, c'est l'arrêt au stand. Chaque pilote doit s'arrêter au moins une fois pour changer de type de pneus. Commençons par les pneus slicks. Conçus pour les pistes sèches, ils sont lisses pour maximiser l'adhérence et la vitesse. Les pneus soft, à flanc rouge. Ce sont les plus rapides, mais leur durée de vie est la plus courte. Plus vous les utilisez, plus ils s'usent rapidement, ce qui diminue leur adhérence. Les pneus médium, à flanc jaune, ils offrent un bon compromis entre vitesse et durabilité avec une adhérence moyenne, et les pneus hard, à flanc blanc, les plus durables mais moins rapides que les soft et les médiums. Ces pneus sont privilégiés pour les longs relais. Et pour les conditions humides, il existe aussi des pneus pluie qui se divisent en deux catégories. Vous avez les pneus intermédiaires, à flanc vert, idéal pour pistes humides mais pas complètement détrempées, et ensuite vous avez les pneus full wet, à flanc bleu, conçus pour les conditions de forte pluie. Ils ont besoin d'une quantité importante d'eau sur la piste pour fonctionner efficacement. À chaque entrée dans les stands, les pilotes doivent tous respecter une limitation de vitesse, généralement fixée à 80 km/h, sauf à Monaco et à Zandvoort où elle est à 60 km/h. Même les pilotes de F1 ne sont pas à l'abri de sanctions et d'excès de vitesse, avec des amendes ou des pénalités possibles s'ils dépassent cette limite. Pendant une course, tout peut arriver. Ou parfois rien du tout. Certains grands prix peuvent être jugés ennuyeux si l'action manque. En cas d'accident ou de nécessité de ralentir le rythme à un endroit du circuit, les drapeaux jaunes sont déployés. Je vous parlerai du cas des drapeaux juste après. Si le danger est un peu plus sérieux, on fait appel à la safety car. Les dangers peuvent être variés, des débris de voitures, des véhicules bloqués sur la piste, etc. Lorsque la safety car entre en piste, elle ralentit l'ensemble des voitures, resserrant ainsi les écarts créés pendant la course. Pendant cette phase, il est interdit de doubler, sauf instruction contraire de la FIA pour des raisons spécifiques. Une fois le danger écarté, la safety car éteint ses feux et retourne dans les stands, permettant aux leaders de relancer la course. Vous verrez alors les pilotes zigzaguer pour chauffer leurs pneus avant la reprise. Si le problème est plus grave, comme un accident majeur ou des conditions météorologiques extrêmes, le drapeau rouge est déployé, interrompant la course. Les pilotes doivent alors ralentir, pas se dépasser, et rentrer dans la voie des stands jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Pendant un drapeau rouge, les pilotes peuvent changer leurs pneus, ce qu'on appelle souvent un arrêt gratuit, ce qui peut être très avantageux. Par exemple, cette stratégie a permis à Pierre Gasly et Esteban Ocon de remporter leur Grand Prix en Hongrie et en Italie. Pour relancer une course après un drapeau rouge, deux options sont alors possibles. Vous avez le départ arrêté, comme au début d'un Grand Prix, ou alors le départ lancé, qui se fait derrière la safety car. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les drapeaux jouent un rôle crucial en F1. Un peu comme les panneaux de signalisation sur la route, les pilotes doivent les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions, qu'elles soient financières ou sportives. Même si les voitures sont équipées de systèmes radio qui permettent aux pilotes de recevoir des instructions en temps réel, le système de drapeau, renforcé par des panneaux LED le long de la piste et les commissaires de course, reste un moyen essentiel pour informer les pilotes de l'état de la piste devant eux ou dans un autre secteur du circuit, car oui, les circuits sont divisés en 3 secteurs pour faciliter les choses. Commençons par le drapeau jaune, que j'ai déjà mentionné. Il signale aux pilotes qu'un incident se trouve devant eux, doivent être prêts à prendre des mesures d'évitement et surtout ne pas dépasser leurs concurrents dans la zone concernée. Lorsqu'un drapeau jaune est agité, cela signifie qu'il y a un danger à venir et le pilote doit ralentir. Si 2 drapeaux jaunes sont agités, cela indique un accident plus grave où le pilote doit se préparer à s'arrêter pour assurer sa sécurité et celle des autres. Si les conditions deviennent trop dangereuses sur la piste, que ce soit à cause de la météo, d'un accident ou d'autres facteurs, le drapeau rouge est déployé à chaque poste de commissaire. Ce signal avertit donc que tous les pilotes doivent rejoindre la voie des stands avec prudence. Le drapeau vert est signe que la piste est dégagée et que les pilotes peuvent reprendre la course à pleine vitesse. Il est souvent agité après un drapeau jaune pour indiquer que l'incident est derrière eux et qu'ils peuvent à nouveau attaquer la course à partir de ce point. Le drapeau bleu avertit un pilote qu'un concurrent plus rapide s'approche de derrière. Pendant les essais et les qualifications, cela signifie qu'un autre pilote est en plein tour rapide, tandis que lui est sur un tour plus lent. En course, ce drapeau indique qu'une voiture est sur le point de lui prendre un tour et qu'il doit la laisser passer dès que possible. Ignorer 3 drapeaux bleus consécutifs en course peut entraîner des pénalités pour obstruction. Si un pilote se comporte de manière antisportive, par exemple en coupant un virage ou en étant trop agressif dans ses dépassements, le drapeau noir et blanc est agité pour l'avertir. Il doit rapidement corriger son comportement sous peine de disqualification. Le drapeau noir est le signal ultime de disqualification. Si un pilote voit ce drapeau accompagné de son numéro de voiture à côté, cela signifie qu'il est exclu de la course et doit rentrer immédiatement au stand. Le drapeau noir avec le petit disque orange indique qu'un pilote a un problème mécanique sérieux avec sa voiture et doit immédiatement rejoindre les stands pour effectuer des réparations. Le drapeau blanc, quant à lui, est agité lorsqu'un pilote a un problème technique en course, ou alors a indiqué à un pilote qu'un concurrent est plus lent devant lui. Le drapeau à bandes rouges et jaunes est un drapeau qui est présenté de manière statique. Il est utilisé afin de prévenir les pilotes d'un changement d'adhérence sur la piste causé par de l'huile dans la plupart du temps, ou alors de l'eau en cas de mauvais temps. Enfin, le drapeau à damier, sans doute le plus emblématique du sport automobile et de la F1, marque la fin d'une séance, qu'il s'agisse des essais libres, des qualifications, de la course sprint ou du Grand Prix. Quand ce drapeau est agité, cela signifie que la compétition est terminée. Alors,
Au final, comment sait-on qui gagne en Formule 1 ? Tout se joue sur un système de points. Bien sûr, monter sur le podium c'est spectaculaire, mais ce qui compte vraiment c'est le nombre de points accumulés tout au long de la saison. C'est ce système qui détermine non seulement le championnat des pilotes, mais aussi celui des constructeurs, c'est-à-dire les écuries. À chaque Grand Prix, les 10 premiers pilotes à franchir la ligne d'arrivée marquent des points. Le vainqueur de la course en reçoit 25, ce qui représente une belle avance. Et ensuite, les points sont répartis de cette manière. Vous avez 18 points pour le deuxième, 15 pour le troisième, 12 pour le quatrième, 10 points pour le cinquième, 8 points pour le sixième, 6 pour le septième, 4 pour le huitième, 2 pour le neuvième et 1 point pour le dixième. En plus de ces points, il y a un point bonus à gagner pour le pilote qui réalise le tour le plus rapide en course, mais attention, il ne peut obtenir ce point que s'il termine parmi les 10 premiers. Les week-ends de sprint offrent une occasion de marquer des points. Lors de ces courses plus courtes, les 8 premiers pilotes à passer la ligne d'arrivée marquent les points. Le vainqueur de la sprint reçoit 8 points, puis 7 pour le deuxième, 6 pour le troisième, et ainsi de suite jusqu'au 8e qui empoche 1 point. Au final, le pilote avec le plus de points à la fin de saison est couronné champion du monde, et c'est pareil pour les écuries dont les points cumulés déterminent le champion des constructeurs. Vous savez maintenant comment se joue la victoire en F1, c'est pas très compliqué. Maintenant, passons aux véritables acteurs de la Formule 1, que j'ai pas abordé jusqu'à ici, les écuries et les pilotes. Chacune d'entre elles apporte son propre héritage et ses ambitions sur la piste. Mercedes a dominé la F1 dans les années 2010 avec des titres à l'appel menés par Lewis Hamilton et désormais George Russell à ses côtés sous la direction de Toto Wolff. Mais depuis 2022, l'écurie peine à retrouver sa suprématie, c'est un peu compliqué. Red Bull, dirigé par Christian Horner, et l'écurie à battre ces dernières années, avec Max Verstappen en tête d'affiche, continuant la tradition de victoire entamée par Sebastian Vettel entre 2010 et 2013. Max Verstappen est aujourd'hui accompagné de Sergio Pérez. Ferrari, autrement dit la Scuderia Ferrari, reste l'écurie la plus emblématique du sport, avec une riche histoire de victoires. Aujourd'hui, Charles Leclerc et Carlos Sainz sont sous les ordres de Fred Vasseur pour ramener Ferrari au sommet. McLaren, autrefois dominée par Ayrton Senna et Alain Prost, l'équipe retrouve peu à peu sa compétitivité avec Lando Norris et un prometteur Oscar Piastri. Andrea Stella dirige cette écurie. Alpine, autrefois Renault, a brillé dans les années 2000 avec Fernando Alonso. Aujourd'hui, sous la direction d'Oliver Oakes, l'équipe française compte sur Pierre Gasly et Esteban Ocon pour renouer avec la gloire. Aston Martin, sous Mike Crack, est une écurie en pleine croissance avec Fernando Alonso et Lance Stroll, mais elle reste un outsider, encore très loin de victoires régulières, voire même des points, des fois. Stake F1 Team, historiquement connu sous le nom de Sauber, l'équipe est un vivier de jeunes pilotes, de jeunes talents, autrement dit. Dirigée par Alessandro Aloni Bravi, l'équipe est représentée en piste par Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou à son volant. As, dirigée par Ayo Komatsu, elle progresse bien cette année avec Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, montrant des signes prometteurs pour l'avenir. Racing Bulls, héritière de Toro Rosso, est le terrain d'entraînement pour les jeunes pilotes de Red Bull. Laurent Mekies supervise cette écurie où Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo sont dans les baquets. Enfin, Williams traverse une phase de reconstruction sous James Vowles avec Logan Sargent, ou devrais-je dire Franco Colapinto au moment où je fais cette vidéo puisque le pilote américain s'est fait virer. Bref, Franco Colapinto est alors aux côtés d'Alexander Albon qui essayent tous deux de redonner à l'écurie son éclat d'antan puisque c'est une écurie qui est quand même aussi prestigieuse que Ferrari qui était autrefois au sommet du sport. À la fin des qualifications du samedi, toutes les écuries doivent se conformer à la règle du parc fermé. Cela signifie entre autres que les voitures doivent conserver les mêmes réglages jusqu'au départ du Grand Prix le lendemain. Si une équipe doit modifier ses réglages, la voiture devra démarrer depuis la voie des stands au lieu de la grille de départ. Pour les week-ends sous format sprint, il y a donc deux types de parcs fermés, un pour les qualifs sprint et pour la course sprint, et un autre pour les qualifications du Grand Prix et la course principale. En course, chaque voiture est équipée du DRS, le Drag Reduction System, un système qui réduit la résistance à l'air en ouvrant une fente dans l'aileron arrière. Cela permet donc aux voitures de gagner de la vitesse en ligne droite, facilitant ainsi les dépassements. Le DRS est disponible pendant toutes les séances du week-end, mais en course, il ne peut être activé que si une voiture se trouve à moins d'une seconde de celle qui la précède. Chaque circuit dispose d'au moins une zone de DRS et certains en ont même jusqu'à 3. Entre 1988 et 1993, la F1 a été le théâtre d'une des rivalités les plus emblématiques de l'histoire du sport automobile, celle entre Ayrton Senna et Alain Prost. Leur confrontation intense, marquée par des incidents controversés au Japon en 89 et 90, ont non seulement captivé les fans, mais ont mis en lumière le duel entre deux des plus grands pilotes de l'histoire. Senna, avec son style agressif et son talent brut, s'opposait à Prost, connu pour sa stratégie méticuleuse et son intelligence de course. Leur bataille a défini une époque et reste une référence pour les amateurs de F1 et les jeunes pilotes actuels de la grille.
Dans les années 2000, Michael Schumacher a écrit une nouvelle page de l'histoire de la Formule 1 avec Ferrari. De 2000 à 2004, il a décroché 5 titres mondiaux consécutifs, portant son total à 7 championnats du monde, un exploit qui semblait presque inatteignable. Schumacher n'était pas seulement un pilote exceptionnel, mais il incarnait également la domination totale sur la piste. Aujourd'hui, Lewis Hamilton est souvent considéré comme le plus grand des pilotes de tous les temps, si ce n'est le plus grand pilote de tous les temps. Avec 7 titres mondiaux et plus de 100 victoires en Grand Prix, ces statistiques parlent d'elles-mêmes. Hamilton est reconnu pour son style de conduite fluide et agressif, ainsi que pour sa capacité à exceller sous pression. En dehors des circuits, il est également un fervent défenseur de la diversité et de l'inclusion, utilisant sa plateforme pour aborder les questions sociales importantes. Son influence dépasse largement le monde de la F1, faisant de lui non seulement un champion, mais aussi une grande figure emblématique de l'activisme. Bien entendu, ces rivalités et réussites ne sont qu'un aperçu de nombreux récits fascinants de l'histoire de la F1. Je vous invite donc à vous abonner si vous souhaitez en découvrir plus sur ces légendes du sport. Si vous êtes passionné par le monde de la Formule 1, vous vous demandez peut-être s'il existe des catégories en dessous de la F1. La réponse est oui, et ce sont la Formule 2 et la Formule 3 qui sont reliées à la F1. Ces championnats jouent un rôle crucial dans le développement des futurs pilotes de F1. Ils permettent d'offrir une plateforme pour démontrer leur talent et se préparer à l'élite du sport automobile. La F2 est souvent considérée comme la principale antichambre de la F1. Ce championnat est conçu pour former les pilotes qui aspirent à intégrer la F1, bien évidemment, avec des voitures qui sont plus proches en performance de celles de la F1 que celles de la F3. La F2 offre un aperçu précieux des compétences nécessaires pour réussir au plus haut niveau. Les week-ends de course de F2 incluent généralement une course principale et une course sprint, ce qui permet aux pilotes de montrer leur capacité à gérer différentes conditions de course. Un niveau en dessous, la F3 est le terrain de jeu pour les très jeunes talents qui se préparent à faire le saut en avant vers la F2. Ce championnat est souvent le premier grand test pour les pilotes qui rêvent de rejoindre la F1. En F3, les pilotes apprennent les bases de la compétition en monoplace tout en se mesurant à d'autres jeunes talents prometteurs. La F1 Academy est un championnat spécialement conçu pour les jeunes femmes pilotes, offrant une plateforme unique pour promouvoir et soutenir les talents féminins dans le sport automobile. Bien que cette compétition ne se déroule pas lors de tous les week-ends de course de la F1, elle coïncide avec certains événements permettant aux pilotes de se faire remarquer tout en évoluant dans un environnement de compétition intense. Ces catégories ne sont pas seulement des tremplins vers la F1, mais elles sont aussi essentielles pour découvrir et développer les futurs champions du sport automobile. Leur format de week-end, bien que différent de ceux de la F1, apporte quand même un regard fascinant sur le monde des courses en monoplace. Ces championnats pourraient d'ailleurs être le sujet de futures vidéos. J'espère que ces vidéos vous a aidé à mieux comprendre l'univers fascinant de la Formule 1 et à démystifier certains aspects du sport. Mon objectif était de rendre la F1 plus accessible et moins intimidante, surtout si vous débutez dans ce monde. La F1 peut sembler complexe au premier abord, mais avec un peu d'explication, je suis sûr que vous pourrez en apprécier la richesse et la profondeur de ce sport. Si par hasard, après le visionnage de ces vidéos, vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le monde du sport automobile et le monde du sport de la Formule 1, je vous conseille ces petites références audiovisuelles qui peuvent être sympathiques pour vous aider à patienter dans l'attente d'un Grand Prix par exemple. Premièrement, bien évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner quand même Drive to Survive, c'est quand même une série qui plonge dans les coulisses de la F1, idéale pour comprendre les dynamiques des équipes et des pilotes, même si comme je vous ai dit en introduction, elle a ses limites. Les rétrospectives de Canal+, toutes disponibles sur YouTube, ces rétros offrent un excellent résumé des saisons passées. Je vous recommande fortement la rétro de la saison 2021 qui est particulièrement captivante et divertissante. Rush, un film dramatique qui retrace la rivalité intense entre James Hunt et Niki Lauda, deux icônes de la F1. C'est une histoire vraie, bien évidemment. Et pour finir, Gran Turismo, inspiré d'une histoire vraie aussi. Ce film raconte le parcours d'un jeune joueur de simulation qui est devenu pilote de course. Même si certains puristes peuvent être sceptiques sur ce film, c'est un film quand même divertissant qui donne un bon aperçu du monde de la course. Pour suivre la F1 aujourd'hui, vous devrez vous abonner à Canal+ en France ou alors utiliser un VPN pour accéder à la retransmission belge ou à d'autres transmissions gratuites. Car la F1 reste un sport relativement coûteux à suivre, que ce soit en télévision ou en direct sur les circuits. Je suis consciente que cette vidéo n'a couvert qu'une petite partie de ce qu'est réellement la Formule 1. Le sport a un aspect mécanique et technologique vaste que je n'ai pas abordé ici. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir ces aspects, je vous ai mis des liens vers des vidéos qui expliquent plus en détail la technologie et les moteurs de la F1 dans la description. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner un pouce bleu et à vous abonner. Cela m'aide énormément et permet à la chaîne de se développer. Partagez la vidéo autour de vous avec vos amis qui pourraient être intéressés par la F1 pour les aider à découvrir ce sport passionnant. Merci à toutes et à tous, à la prochaine, ciao.